Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour démarrer une nouvelle semaine au cœur de votre actu, au cœur de votre vie, même si elle se joue parfois à des milliers de kilomètres d'ici. On démarre tout de suite avec la une du jour. Le monde entier aura les yeux rivés dans quelques minutes vers ce qui se passe à Washington. Une troisième rencontre entre d'un côté Volodymyr Zelensky, président ukrainien, de l'autre Donald Trump, et au milieu de tout ça, des Européens et peut-être même des Belges. Où sont les Belges dans cette affaire? Sont-ils toujours aux côtés de l'Ukraine ou pas assez? C'est la question qu'on posera ce soir. Le thermomètre, nous irons le planter au cœur de nos cours de récréation. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et aussi incroyable que vrai, les petits riens ont dû organiser une vente spéciale de vêtements et de matériel scolaire. Pourquoi? Parce que les parents n'arrivent plus à payer des fournitures. La rentrée scolaire est-elle devenue impayable? C'est le grand débat qui nous animera. Et puis des tas de visages. À la une nouvelle fois, il y a celui de Marie-Christine Marguem, la bourgmestre de Tournai, qui a quelques problèmes de parking. Elena, enfermée dans un parc du côté de Bruxelles avec son enfant qui a à peine 15 mois. Et puis Thomas Dermine, bourgmestre de Charleroi, qui reconnaît en partie un échec de la politique commerciale de la ville. Tout ça, c'est au programme de ce soir et bien plus encore. On est avec vous, chez vous, jusqu'à 19h et c'est sur LN24. Avec autour de la table un casting une nouvelle fois à 3, 4, voire 5 étoiles. Bonsoir Valérie Sohi. Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, Michel Casselenbogen. Bonsoir Michel. Bonsoir. Patron du Théâtre Le Public, évidemment habitué de cette table. Bonsoir Salma Aouache. Bonsoir. Directrice générale adjointe voilà, de Wallonie, Bruxelles Enseignement. Et puis un petit nouveau autour de la table, Elisha Benkowski. Bonsoir Elisha. Bonsoir tout le monde. Créateur de contenu et en matière de réseaux sociaux, de création de contenu, vous pourrez interroger et dialoguer avec Valérie, dont c'est évidemment l'un des créneaux favoris aussi. Michel, vous êtes très attaché à la langue française. Comment est-ce que vous écrivez bourgmestre, vous? Je l'écris en général en me disant que c'est un drôle de métier. Ah oui? Parce qu'il faut être proche de la population avec un B, un O, un U. Et je vous laisse faire la suite parce que je suis un peu fatigué. Voilà. Drôle de métier et drôle d'orthographe parfois. Allons du côté d'Angy. On est en province de Liège. Petite localité, petite commune, voire carrément belle bourgade d'un peu plus de 6000 âmes. Là-bas, on aime prendre le temps, mais on a une conception un petit peu particulière de l'orthographe concernant le mot bourgmestre. Regardez quelle est la plaque réservée, l'emplacement réservé au bourgmestre, bourgemestre. Ça a suscité un tollé non pas orthographique, mais un tollé de voir un bourgmestre se voir attribuer une place de parking qui, d'après certains, était, devinez quoi, réservée au PMR. Et oui, encore une histoire d'affaire PMR. Voilà comment le bourgmestre a réagi de façon assez virulente dans la presse. Il déclare ceci: c'était pas du tout une place PMR. Ils sont comme des chiens enragés, toujours essayer de trouver la moindre chose pour me nuire. Quant à ceux qui affirment que je prends une place destinée au PMR, c'est faux. La preuve, elle est en pente. Impossible pour eux de se garer là. Voilà qui est dit. On ira vérifier tout ça évidemment en province de Liège. Et si vous êtes sur le terrain, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. En attendant, place à la une du jour. Et on aurait pu s'arrêter ce soir sur la une de la capitale, qui le dit une nouvelle fois, la guerre fait rage. Elle fait référence évidemment aux nouvelles fusillades qui ont eu lieu du côté de Molenbeek, notamment ce week-end. Le patron de la police fédérale a notamment réagi avec des mots très forts. 5 000 euros. 5 000 euros suffisent aujourd'hui pour abattre quelqu'un. Ma plus grande peur, c'est qu'un innocent se fasse toucher. Voilà pour les propos signés Eric Jacobs, particulièrement fort. Rappelons que ce soir, en urgence, le conseil communal de Molenbeek va se réunir avec, pourquoi pas, c'est une des propositions qui est sur la table, l'idée peut-être de nouvelles mesures et pourquoi pas d'un couvre-feu. On aurait pu aussi s'arrêter sur la une de la Meuse, édition namuroise pour le coup. Pourquoi? Parce qu'on reparle de Grégory Linossi qui a deux nouveaux avocats, deux ténors du barreau, Maître Turc et Maître Grasse. Grégory Linossi qui a fait parler de lui ces derniers jours, vous le savez, puisqu'il a donné une interview depuis la prison à nos confrères d'RTL. Est-ce que ces nouveaux avocats valident l'opération? Pas sûr, à lire les premières déclarations de Maître Turc qui déclare ceci: bah écoutez, moi en tant qu'avocat, je ne le pousserai jamais à s'exprimer de la sorte. Maintenant, chacun son choix. Monsieur Linossi fait les siens, je ne suis pas son assistant social. Mais c'est sur une autre info et sur une autre une qu'on va s'arrêter ce soir, celle de la Libre, avec ce duel ou ce dialogue, on verra ce soir, entre deux personnalités très fortes. D'un côté Trump, de l'autre le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On a toutes été saisis par cette image vendredi soir, cette rencontre entre Vladimir Poutine, le président russe, et l'autre, le président américain, tétanisés par leur familiarité, par leur sourire échangé. Alors avant de vous interroger là-dessus ce soir, faisons un point sur les dernières infos, puisque vous le savez, la rencontre va avoir lieu dans moins d'une heure maintenant.
Comment s'est passée la journée? Qu'est-ce qui ressort de cette journée, Alexandre Gérard? Quelles sont les dernières infos qui nous parviennent? Eh bien, les dirigeants commencent à arriver à Washington. Donald Trump a annoncé sur son réseau social que c'était un grand jour pour la Maison-Blanche. Alors au menu, vous l'avez dit, un tête-à-tête entre les présidents américains et ukrainiens. Les dirigeants européens les rejoindront par après. Le but de cette présence européenne, c'est de ne pas répéter la séquence de février dernier. On se rappelle tous de ces images où Volodymyr Zelensky était en fait pris au piège entre Donald Trump et J.D. Vance. Alors cette nuit, plusieurs frappes ont encore touché l'Ukraine, des frappes qui ont fait réagir Volodymyr Zelensky avant son arrivée aux États-Unis, un Volodymyr Zelensky qui plaide pour des garanties de sécurité fiables. Le président ukrainien demande aussi à ce que la Russie ne reçoive aucune récompense. Et hier à Bruxelles, les membres des pays de l'Union européenne ont un petit peu serré les rangs autour de Volodymyr Zelensky. Quels sont les 4 engagements des pays européens à son égard ? Oui, il y avait un objectif, montrer à Trump et Poutine que quoi qu'il arrive, l'Ukraine n'était pas seule. Alors dans cet accord, on va regarder les 4 points de plus près. Premier point, le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit se poursuivre. Deuxième élément, l'Europe doit décider à quelles conditions elle lèverait potentiellement les sanctions envers la Russie. Pas question non plus de désarmer l'Ukraine, même en cas de cessez-le-feu. Et puis un point très important, on le sait, pour le président ukrainien, la garantie de sécurité de l'Ukraine. Ce qui rassure Volodymyr Zelensky avec cet accord, c'est que Donald Trump n'a pas la main sur ces 4 points et il ne peut donc pas marchander sur ça avec Vladimir Poutine. Et là, vous vous dites peut-être à la maison, ils sont en train de se payer notre tête. L'émission s'appelle Ça se passe chez nous et on parle d'une actu qui se joue à des milliers de kilomètres de là. Oui, mais voilà que les Belges ont aussi leur rôle à jouer. La preuve, c'est Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères, qui a accueilli hier Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Est-ce qu'on est à la hauteur, Valérie, de l'événement, nous les petits Belges, ou on doit en faire un peu plus sur ce coup-là ? Écoutez, je dirais que de toute façon, pour commencer, la Belgique a un poids relatif à sa taille et que c'est bien... C'est bien de le savoir. C'est bien à ça que sert l'Europe et donc heureusement que Bruxelles représente plus que uniquement la Belgique et donc c'est pour ça qu'on peut accueillir les dirigeants. Donc non, nous en tant que pays, notre poids n'est pas très très élevé. Maintenant, oui, renforcer l'image et l'influence de l'Europe, c'est absolument nécessaire et heureusement on peut le faire, d'autant que les Belges sont connus et reconnus mondialement pour notre sens du compromis. Oui, et qu'on a le fameux compromis à la belge. Le compromis à la belge. Alors, est-ce qu'ici on a besoin de compromis ou pas? C'est toute la question. Ou est-ce qu'on a besoin, au contraire, de montrer les muscles et de serrer les coudes? Il faut savoir qu'il y a un homme qui est revenu de vacances et on s'en réjouit vu le contexte international. Il a quitté son safari et ses éléphants. Bart de Wever est de retour. Il était d'ailleurs hier à la réunion en visio avec Volodymyr Zelensky. Salma, ça vous rassure de voir que les Belges ne sont pas tout à fait absents ou vous êtes un peu triste? Par exemple, on a vu ce matin nos confrères de BFM faire le tour des représentants européens qui sont ce soir à Washington aux côtés de Zelensky. Il y a du Macron, il y a du Van der Leyen, il y a évidemment Friedrich Merz et d'autres. Il n'y a pas de Bart de Wever, par exemple. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas particulièrement connu pour peser, je veux dire, à ce point dans la sphère internationale. On est connu pour d'autres choses, mais pas pour cela. Donc ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est le manque de souveraineté de l'Europe, en fait, qui doit encore essayer de toquer à la porte en demandant si elle peut être là pour pas qu'on l'oublie la dernière fois, comme la dernière fois. Donc ça fait un peu, vous savez, comme quand on compose des équipes en l'école, là, et qu'on a toujours le dernier sélectionné dans l'équipe de foot. Elisha, il a connu ça. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'embête. Maintenant, la Belgique doit être très consciente des leviers qu'elle peut utiliser. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des postures un peu la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf et qui commence à dire « moi, je veux peser ». Par contre, on a la capacité, effectivement, de pouvoir influencer des dirigeants, de faire preuve de soft power. Et on a un outil dont on parle peu en Belgique, qui est l'outil financier, puisque les avoirs russes sont encore gelés en Belgique et dégagent entre 3 et 5 milliards d'intérêts par an qu'on pourrait réallouer stratégiquement. Ce qu'on ne fait pas pour l'instant, c'est gelé. C'est alors, on ne peut pas toucher au capital parce que sinon Bruxelles deviendrait une place financière insécure et plus personne ne voudrait mettre son argent, donc chez Euroclear en l'occurrence. Mais par contre, les 3 à 5 milliards d'intérêts qui sont générés ont été normalement dédiés pour aider l'Ukraine et pour le moment, ce n'est pas encore fait, ou en tout cas pas suffisamment. C'est la distinction que vous faites bien ce soir entre les intérêts et le capital. Michel, on a eu la belle photo. Notre ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui accueille Volodymyr Zelensky, c'est super la photo. Mais derrière, est-ce que les Belges sont au rendez-vous ou pas pour vous? Non, c'est l'Europe qui n'est pas au rendez-vous. Mais l'Europe ne s'est pas créée pour défendre des valeurs.
on nous raconte sans arrêt que l'Europe s'est créée pour défendre des valeurs démocratiques. Pour éviter la guerre. Ah, pardon ? Elle s'est créée pour éviter la guerre. Tout au début, oui, mais très vite après, elle s'est créée pourquoi l'Europe ? Pour des raisons économiques et pas politiques. Et donc là, on se retrouve avec le retard que les valeurs auxquelles nous croyons n'ont pas été défendues parce qu'on voulait un marché plus grand. Et donc, mais la Belgique en tant que telle, même si elle a été à une époque, je crois, près de la 2e ou 3e puissance économique mondiale, à une autre époque, aujourd'hui, elle ne représente pas ça. Alors les questions qu'on peut se poser surtout, c'est pas est-ce que la Belgique peut dire quelque chose ou non, c'est comment est-ce qu'on fait. Je crois que j'ai lu dans La Libre ce matin qu'il y avait près de 1 300 000 morts et blessés dans cette guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter au plus vite et que des gens qui n'y peuvent rien sont en train de mourir? Est-ce que là, l'Europe a les capacités avec l'OTAN de pouvoir dire stop à ça? C'est la question que je me pose. Je trouve ça plutôt bien que des grands pays européens, des responsables de grands pays européens qui ont des puissances de défense, de guerre importantes comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, soient présents sur place pour essayer de faire pression, bien plus que l'Europe. Voilà. C'est toute la question ici que vous soulevez aussi entre différence entre cessez-le-feu et accord de paix. On sait que les Européens veulent d'abord un cessez-le-feu avant un accord de paix. Vladimir Poutine veut sauter une étape et évidemment tordre le bras à l'Ukraine. Et pourtant, il y a des présidents et des hommes forts qui réagissent, dont notamment Emmanuel Macron hier, qui a eu ces mots très forts, peut-être même trop forts, à l'égard du président russe. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Moi, je n'ai pas entendu, Elisha, de responsable belge, parler aussi franchement que le président français. Est-ce qu'on manque un petit peu de fermeté à certains moments? On n'a pas entendu Bart De Wever ces derniers jours, on n'a pas entendu Maxime Prévost, en tout cas pas sur ce sujet-là. Vous voulez des Belges plus fermes, vous? J'aimerais bien avoir des Belges plus fermes, mais après, il faut être honnête que, encore une fois, c'est comme on a dit déjà tout à l'heure, on a un poids qui est vraiment très, très limité. Je veux dire, je trouve même qu'on s'occupe parfois trop, je parle en tant que Belge, on s'occupe beaucoup trop de sujets qui ne nous concernent pas, mais qu'on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. On n'a pas de poids pour ça. Et je pense qu'il faudrait plus se mobiliser, se focaliser, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, sur des choses, les problèmes de sécurité, les problèmes qu'il y a en Belgique, les problèmes qui concernent vraiment les Belges, parce qu'on voit que malheureusement, ça ne viendra pas de la Belgique. Et je pousse le bouchon un peu plus loin, Elisha. Vous faites partie de ces Belges qui disent « Arrêtons de nous occuper de l'Ukraine, on a assez de problèmes chez nous », parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup. Oui, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper comme d'autres conflits. Je ne dis pas qu'il faut ne pas du tout s'occuper de fermer les yeux, les oreilles, cacher les oreilles. Ça, pas du tout. Je dis juste que malheureusement, il faut. On est quoi? On est 10 millions d'habitants. On est un petit pays. On sait ce qu'on représente. On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on représente et ce qu'on ne représente pas. Et je pense malheureusement, on met beaucoup trop de focus, beaucoup trop de priorités sur des choses que finalement, sur lesquels on n'a pas énormément de prise. Mais Michel, c'est intéressant parce que ces images de Kharkiv qu'on a vues encore aujourd'hui, nouveau bombardement des Russes du côté de Kharkiv, avec 7 victimes au passage. Certains nous disent, c'est loin, c'est très loin de chez nous. Et d'autres nous disent, mais ces images, je ne vais pas dire que c'est celles qui nous attendent peut-être dans 3, 4, 5 ans, mais ils ne sont pas loin de ça. Vous êtes de quel côté, vous? Je suis du côté du fait que... Enfin, de quel côté je suis, moi, pour la paix, hein. Y a-t-il quelqu'un ici qui est pour la guerre? Je ne pense pas. Je suis aussi parfois, je m'interroge sur le fait qu'en fonction du nombre de kilomètres par rapport au nombre de morts, on se sent plus ou moins touché. Pour moi, un mort est un mort. Mais pour revenir à ce que vous disiez, que Macron se permet de dire ça, je pense qu'il connaît bien mieux Poutine que Bart De Wever, parce qu'il l'a rencontré plusieurs fois, dès le début, et qu'il a pu cerner si cet homme était sincère ou pas. Il n'y a pas tellement de dirigeants mondiaux qui ont été reçus par Poutine aussi souvent et aussi régulièrement. Donc je pense que quand il dit ça, c'est sur sa perception personnelle et de Trump, qu'il connaît bien aussi. Et il a une relation privilégiée avec Volodymyr Zelensky, parce qu'ils se parlent à minima, je crois, toutes les semaines. Il l'a déclaré il y a peu de temps. Il a toujours maintenu le contact, par ailleurs, avec Vladimir Poutine. Donc, est-ce que son contact était fructueux? Ça, c'est autre chose. Oui, il y a Le Mage du Kremlin. C'est un bouquin magnifique. Il y a eu un spectacle là-dessus qui... Je pense que ça intéresse Poutine de maintenir le chaos à un endroit pour qu'on ne regarde pas ailleurs. Ça se passe à plein d'endroits dans le monde, ça. On focalise sur un chaos et tous les pays qui sont autour, on leur fout la paix parce que le chaos et la loupe est mise sur autre chose.
J'espère, moi, qu'il va y avoir un accord de paix et j'espère qu'il se fera sans devoir céder des territoires. Mais par contre, quand je vois que les points essentiels, c'est d'amener l'Ukraine dans l'Europe, je peux imaginer que c'est un point inacceptable pour la Russie, ça. Je veux dire que si déjà on arrivait... C'est parce que l'Ukraine, en partie, a voulu être membre de l'OTAN et rentrer dans l'Europe qu'il y a eu... Alors ça ne justifie rien, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos de Poutine uniquement. Il y a eu des volontés géopolitiques très particulières. Il y a eu des humiliations aussi. Alors maintenant, il faut sortir du problème et travailler sur les solutions. Je ne pense pas qu'en voulant faire que l'Ukraine fasse partie de l'Europe, à ce niveau-là, on amène une solution mondiale. Alors, le veto porte pour l'instant sur l'OTAN, et Trump l'a redit, pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, pas question non plus de renégocier la Crimée. On se demande très sincèrement à quoi va ressembler la rencontre entre ces deux hommes tout à l'heure. Est-ce que ça va ressembler à cette première image? Vous vous souvenez de cette rencontre entre les deux hommes qui avait tourné au fiasco? Ou alors est-ce qu'on sera plus proche de cette seconde image, la rencontre au Vatican, où on avait, entre guillemets, profité de l'émotion autour de la disparition du pape François pour réunir les deux hommes? Réponse peut-être déjà dans quelques minutes. En attendant, Elisha, vous réclamiez qu'on parle des problèmes belges. On va le faire maintenant avec des visages de chez nous. Avec 3 visages à la une ce soir. D'abord, celui de Marie-Christine Marghem, la bourgmestre de Tournai, qui a quelques soucis de parking. On vous en parle dans un instant. L'histoire d'Elena, incroyable histoire. Elle s'est retrouvée enfermée avec un bébé dans un parc bruxellois. On n'avait pas vérifié qu'il n'y avait plus une seule âme dans ce parc. Et puis le troisième visage, celui de Thomas Dermit, qui fait quelque part son mea culpa. On s'est planté en lançant un grand projet commercial à l'extérieur de la ville. On a conduit le centre-ville à être totalement déserté. Là aussi, on y revient dans un instant. D'abord, premier visage, Marie-Christine Marghem, bourgmestre de Tournai. Vous savez que depuis des années, elle roule sa bosse dans le monde politique. Elle a été une ministre de l'énergie emblématique, députée fédérale pendant des années et des années. Depuis un peu moins d'un an, elle a changé de poste. Elle s'occupe de cette ville-là, la ville de Tournai, qu'on connaît bien, magnifique ville. Oui, mais voilà, elle a encore un peu de mal à connaître le plan de mobilité de sa ville. La preuve, on a retrouvé ce week-end sa voiture garée sur un emplacement réservé au bus. Alors évidemment, cette histoire a fait polémique. Elle s'en est d'ailleurs repentie. Oui, j'étais garé à un endroit où je ne devais pas être garé, mais c'était les festivités du Franco-Belge. La place Reine Astrid était réservée pour cet événement et j'ai bien entendu été aligné, ce qui veut dire, en d'autres mots, qu'elle a été verbalisée. Est-ce qu'on peut remontrer la photo de la voiture en régie un instant? Parce qu'il y a un deuxième point qui a interpellé beaucoup de monde, c'est regarder le petit macaron qu'elle a sur son pare-brise, macaron qui faisait référence à sa vie de députée fédérale et que normalement elle ne peut plus utiliser. Salma, pour vous cette histoire c'est une tempête dans un verre d'eau ou malheureusement c'est la preuve que certains ont du mal à se défaire des privilèges de la vie politique? Je ne pourrais pas interpréter la raison pour laquelle elle n'a pas enlevé son macaron. Donc ça voudrait dire supposer qu'elle veut garder ce privilège. En revanche, je suis d'accord avec l'idée qu'une fois qu'on est aligné, c'est-à-dire qu'on est sanctionné, on ne doit pas être sanctionné 50 fois. Je veux dire, si on est sanctionné, qu'on paye une contravention pour s'être mal garé, on a payé cette contravention et c'est tout. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on commence... En fait, j'ai la sensation que comme on n'arrive plus à atteindre les gens sur leurs idées, et ça n'a rien à voir avec le banc politique, c'est quelque chose que j'observe, tout banc politique confondu, qu'on est en insécurité ou qu'on est en mal-être, on va aller chercher des prétextes sur des choses comme ça. C'est grave, relativement grave, elle est sanctionnée pour ça, soit. Donc on parle plus du contenu politique pour vous, du débat d'idées, on est en train de dire... Tiens, quel genre de voiture il a? Est-ce qu'il s'est garé au bon endroit? Est-ce qu'il a gardé un macaron, pas de macaron? Et tout ça vous ennuie? Sanctionnons-la éventuellement, si le cas est échéant, ou n'importe qui d'autre, sur sa politique communale, sur le taux de sécurité, la propreté, le bien-être, les écoles. C'est à ça que sert un bourgmestre ou une bourgmestre. Je vous dis, s'il y a une infraction, il faut la sanctionner, mais ce n'est pas le tribunal médiatique qui le fait. Et donc, à un moment donné, que quelqu'un fasse la remarque et qu'elle doive s'en repentir, c'est sain. Mais que ça déclenche une polémique, ça, moi, je trouve, ça me dépasse un petit peu. L'experte en communication, Valérie, elle en pense quoi autour de la table? Ça va la suivre, cette histoire, comme un boulet? Ou alors on est en train de faire des caisses avec pas grand-chose? Alors je rejoins entièrement Salma, à savoir qu'il y a eu faute, il y a eu erreur, la séquence a fonctionné, elle a été corrigée. Moi, ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que ce n'est pas on dénonce ici dans ce cas-ci. On parle d'un activiste PS qui, sur Internet, a relevé l'information et a décidé d'en faire les choux gras parce qu'il veut taper sur le clou depuis que cette
arrivé à Georges-Louis Boucher. Donc ce n'est pas neutre. Lui se dira créateur de contenu, homme de veille sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, pas journaliste tel qu'il a été faussement représenté plusieurs fois. Donc c'est ici une information qui n'est pas neutre et qui donc a été relevée dans ce contexte-là. Et c'est quand même intéressant à souligner. Info neutre ou pas neutre, les faits sont les faits. À un moment donné, Oui, peu importe le messager, n'oublions pas le message. Elisha, je le dis avec d'autant plus de force que vous avez été sur des listes MR à un moment donné de votre vie. Je lève pas un voile sur le secret que vous portez en disant ça. Honnêtement, cette image fait quand même mauvais genre. Mais oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous avez quelqu'un pour vous dépanner, il s'appelle Michel, je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là. Je ne veux pas vous couper la parole. Allez-y, Michel. Je veux dire, on est dans un monde en perte de repères aujourd'hui, à tous les niveaux. Et donc, la fonction politique est censée être le repère du juste. Parce qu'elle a été élue démocratiquement, elle est censée être un exemple aussi par rapport à toutes les lois. Mais... pour que ça tienne, ça, il ne faut pas aller chercher la petite bête au mauvais endroit. C'est très dommage qu'elle ait fait ça et qu'elle se soit parquée à un endroit où elle ne peut pas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle ne fasse pas sauter le PV parce qu'elle est bourgmestre. Et que donc elle paye sa contravention comme tout le monde. Et dans le contexte, ce qui est important à souligner aussi et qu'elle a précisé, c'est que cette rue était en travaux et que donc les bus ne passent plus. Donc elle connaît sa commune et elle sait quelles sont les rues qui sont utilisées. Mais oui, mais voilà. Mais c'est ça que je dénonçais en disant que l'information n'était pas neutre. Je remarque qu'il y a une forme de pardon collectif ici par rapport à Marie-Christine Marguet. Mais qui ne s'est jamais parqué à un endroit où il ne pouvait pas sur une place pour le bus, je me souviens pas de m'être parqué moi un jour. Non, mais vous êtes exceptionnel, c'est pour ça que vous dirigez cette émission. Mais une personne normale, je veux dire. Quand on commet des infractions, on paye les conséquences et on les paye. La séquence a fonctionné. Pour demain, vous m'enverrez tous une photo d'archive de vous sur une place de bus pour vérifier que vous avez commis ou pas cette infraction. Je suis en moto. Elisha, petite réaction par rapport à ça, puis on passe au deuxième visage. Non, franchement, mais de quoi on parle? Elle a fait, oui, certes, une erreur, mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout un pataquès pour quelque chose? En plus, elle s'est expliquée. Mais je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est comme d'habitude, c'est vrai, c'est une certaine personne sur les réseaux sociaux qui, chaque fois, s'acharne et qui relance chaque fois... Et vous parlez beaucoup de temps à me parler du messager, mais finalement très peu du problème et du message. Non, j'ai bien compris que ce soir, vous n'étiez pas remonté contre Marie-Christine Marguet. Deuxième visage. On va avancer. Deuxième visage. C'est celui d'Elena. Visage d'une citoyenne qui s'est retrouvée, alors là, l'histoire est incroyable, dans un parc du côté de Saint-Gilles, le parc Pierre-Paulus, enfermée avec un bébé de 15 mois. Elle ne savait pas comment sortir, elle a appelé la police et finalement, elle a trouvé une solution un peu bout de ficelle. Donc je suis ici, et j'étais ici et finalement il y avait aussi une femme qui est apparue et je lui ai passé bébé, j'ai passé mes affaires, j'ai passé moi-même et il y avait un jeune homme qui a monté par-dessous, qui a pris la poussette et l'avait passé de l'autre côté. Voilà. On nous demande en régie si on a des nouvelles du bébé. Oui, il va bien, on vous rassure dans un instant là-dessus. Bon, ça pose des tas de questions quand même, au passage, parce que on se dit que normalement on ne ferme pas un parc sans avoir vérifié s'il y avait encore des citoyens à l'intérieur. Sudinfo nous dit très clairement que il y a peut-être eu un petit problème de surveillance. Normalement, 2 agents de la commune passent chaque soir fermer les accès, mais dans ce parc particulièrement verdoyant, ça demande normalement une vigilance accrue. Le contrôle a peut-être été fait trop rapidement. Le bruxellois de la table, Elisha, cette histoire, ça vous pousse à revoir quelque part les heures d'ouverture des parcs, ou alors vous mettez ça sur le compte du simple fait divers malheureux? C'est un fait divers malheureux, très malheureux, mais ça reste un fait divers et il faudra mieux vérifier la prochaine fois. Mais ça me fait sourire parce que c'est à cause de ce genre de faits divers, comme on dit, que mes amis en France, etc., ils m'envoient des vidéos en disant c'est vraiment la Belgique, ça. Genre ici, ils arrivent à trouver un prétexte pour se moquer de nous encore. Donc à cause de ça, on va se moquer des Belges à l'étranger? Oui, parce que est-ce que ça arrive vraiment? Enfin, j'imagine que ça doit arriver ailleurs, mais c'est quand même une histoire qui est quand même assez typiquement belge, assez cocasse, on va dire. Mais il y a une vérification qui doit être mieux faite, ça c'est évident. Alors à mettre peut-être en parallèle avec le fait qu'un autre parc bruxellois est dans la tourmente en ce moment, c'est le parc Bonneville, là on est à Molenbeek. Là les citoyens se battent pour la fermeture du parc en disant on ne peut plus continuer comme ça. Salma, est-ce qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures entre un parc qu'on ferme à Saint-Gilles alors qu'on aurait toutes les raisons de le laisser ouvert et un autre qu'on laisse ouvert alors qu'on devrait le fermer? Alors je pense que les raisons qui conduisent à maintenir le parc ouvert, a priori ici ou fermé, sont différentes.
différentes. C'est une question aussi justement de capacité de pouvoir surveiller le parc, de sécurité aux abords. Donc voilà, il peut y avoir effectivement dans le voisinage pour ce parc et cette malheureuse histoire, je n'ose même pas imaginer l'angoisse de cette dame, pour voir si les horaires sont bien adaptés ou pas. Donc on est plus sur une question de bien vivre. Par contre, à Molenbeek, c'est une question de sécurité, voire éventuellement de vie ou de mort pour des enfants ou des jeunes qui ne savent pas qu'en fait ce parc serait dangereux et est dangereux et s'y aventuraient. Donc là, je pense que la question, elle est beaucoup plus primordiale et donc les questions doivent se poser. Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité d'un endroit, il faut agir. Et ici, visiblement, on n'est pas en mesure de garantir la sécurité de cet endroit. Donc, et donc des citoyens. Vous demandez la fermeture, en tout cas je temporaire, comprends, s'ils savent rien de faire, ce parc faut pas le laisser Bonnevie à comme ça. Molenbeek. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Elena n'a pas été totalement effrayée. Elle est retournée dans ce parc pas plus tard que ce matin. La preuve que l'histoire restera pour elle une forme d'anecdote dont elle est sortie finalement indemne et heureuse. Troisième visage à la une, c'est celui de Thomas Dermine, le bourgmestre de Charleroi depuis les dernières élections, qui a évoqué Rive Gauche, cet énorme projet de centre commercial qui a été lancé, je crois, en 2017, qui connaît un vrai succès, 7 millions de visiteurs par an, vrai succès, oui, mais il fait quand même son analyse et son autocritique. Avec d'abord cette première déclaration qu'on a retenue. Rive Gauche, c'est à la fois un super succès et un échec flagrant. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître que l'hypothèse de départ, selon laquelle les gens vont à Rive Gauche et visitent également le centre-ville, a échoué. Valérie, est-ce que vous êtes stupéfaite, vous, de voir le centre-ville de Charleroi déserté ? Est-ce qu'on sait planté avec ce grand centre commercial à l'extérieur? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les commerces sont différents. Dans les grands centres commerciaux, on a des grands noms, des commerces internationaux qui s'installent. Les centres-villes, historiquement, ont des espaces plus petits et des commerces avec une beaucoup plus petite surface. Donc, on n'a pas des grands Zara, H&M ou quoi que ce soit qui peuvent s'installer dans ces endroits-là. Donc, ce sont généralement des petits indépendants, des commerces appartenant à une seule personne. Qu'est-ce qui se passe? Comment fait-on pour que ces commerces, en termes de communication, se fassent connaître? C'est beaucoup le bouche à oreille. C'est parce qu'ils n'ont pas les budgets publicitaires tels que les ont les grandes marques. Donc, du coup, si on emmène tout le monde à l'extérieur, comment fait-on pour encore se faire connaître quand on est un petit commerçant au centre-ville? Ce n'est pas étonnant dès lors que les gens ne sont plus au courant de ce qui existe et ne vont que vers les centres commerciaux avec les marques qu'ils connaissent. On a ce même problème ici à Bruxelles, on a ce même problème à d'autres endroits et il y a une véritable disparité entre les budgets qui sont mis à disposition afin de savoir ce qui existe. Donc, problème de communication de bouche à oreille, oui, mais peut-être problème aussi de mobilité. Oui. D'ailleurs, il semblerait qu'à Charleroi, on prévoit un nouveau plan de mobilité avec peut-être le retour des voitures. On va vérifier ça avec vous, Alexandre Gérard. On sait que le bourgmestre Thomas Dermine veut changer les choses pour raviver le centre-ville. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement au niveau mobilité? Eh bien, Thibault, puisque les 7 millions de visiteurs qui viennent chaque année à Rive Gauche ne fréquentent pas le centre-ville, et pourtant c'était une des hypothèses de base, le nouveau bourgmestre Thomas... On a un problème de micro avec vous, Alexandre Gérard. On va tenter de le rallumer dans un instant. Le temps pour nous de poursuivre le débat. Et dès qu'évidemment le problème technique est résolu, on revient vers vous dans un instant. Mais c'est vrai que ces images du centre de Charleroi, totalement déserté, Michel, elles font un petit peu froid dans le dos. Images qu'on a l'habitude de croiser ces dernières semaines, ces derniers mois, des commerces et des volets tirés. C'est uniquement un problème d'accès et de voiture ou de circulation, ou il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça? Je pense qu'il y a un gros problème de mobilité. Pour que 7 millions de gens puissent aller en une année dans un centre commercial, c'est qu'on y arrive facilement. On met sa voiture, on n'a pas de problème, c'est prévu, etc. Je pense que on est toujours aujourd'hui dans cette problématique entre une écologie et le rendement. Et l'un va par moments difficilement avec l'autre. Donc regardez, il y a beaucoup de gens qui ont souffert aussi à Bruxelles-Centre, toute une série de commerces qui ont arrêté à partir du moment où on a fait un piétonnier. Donc si on ne met pas au centre-ville une animation culturelle puissante, on n'aura pas de trafic. Donc moi, vous voulez un grand théâtre au centre-ville? Non, beaucoup plus qu'un. Beaucoup plus qu'un? Oui, je pense qu'il faut, pour pouvoir sauver le centre de Charleroi, et je m'adresse directement au bourgmestre, ouvrir au centre de Charleroi une dizaine de théâtres et il n'y aura plus de problème pour tous les commerces de Charleroi. Et si vous cherchez un directeur, nous en connaissons un très bon que nous pouvons vous recommander par ailleurs. Je vois qu'Alexandre a son problème technique résolu désormais. Nous pouvons nous tourner vers vous pour savoir qu'est-ce qui va changer en termes de mobilité. Est-ce que c'est juste un problème de voiture ou un problème aussi de théâtre, comme le dit Michel?
Eh bien, vous l'avez dit, hein, c'était une des hypothèses de base. Donc, les 7 millions de visiteurs qui viennent chaque année à Rive-Gauche aillent dans le centre-ville. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le bourgmestre Thomas Dermine a lui présenté un nouveau plan de mobilité. Il espère pouvoir redynamiser ce centre devenu de plus en plus vide. Alors au menu, 600 nouvelles places de parking, la réouverture de certaines rues aux voitures et puis des plages horaires plus étendues pour la gratuité à certains endroits dans le centre-ville. Alors est-ce que c'est la fin du piétonnier, le retour de la voiture à Charleroi? Eh bien, il n'est pas question de dire ça pour Thomas Dermine, c'est juste une adaptation. Regardez encore ce qu'il explique. Sans alternative efficace de transport en commun, on doit reconnaître que la voiture reste le meilleur moyen d'aller jusqu'aux portes du centre-ville. Le risque de ne pas s'adapter aujourd'hui est que plus personne ne vienne en ville basse. Et retour de la voiture ou pas dans le centre-ville, les citoyens vont en partie pouvoir décider. Écoutez encore ces propos de Thomas Dermine qui le dit, on va tirer des citoyens au sort, parmi lesquels il y aura évidemment des plus de 55 ans, assez nostalgiques de la voiture, mais aussi des jeunes qui trouvent inimaginable de continuer à utiliser la voiture. Et c'est eux qui vont quelque part décider. Bonne proposition, ça, Salma? Proposer aux gens de choisir? Alors d'abord, je pense qu'on peut saluer Thomas Dermine pour avoir l'intelligence et l'humilité de reconnaître qu'on s'est planté. Parce que je ne vois pas beaucoup de politiques faire ça. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut avancer. La deuxième chose, c'est que je pense qu'un centre-ville, et je suis d'accord avec tous les problèmes qui ont été évoqués ici, notamment la mobilité, mais quand vous regardez, si on compare avec Bruxelles, je pense que quand on a un centre-ville, il faut une spécificité des commerces. Vous ne essayez de faire concurrence aux grandes enseignes et aux commerces que vous allez avoir à Rive-Gauche ou en périphérie, ça n'a aucun sens. Vous n'avez ni les moyens, ni la capacité de communication, ni la surface, ni l'achalandage qui bouge. Donc, ce qu'il faut, à mon sens, c'est qu'ils trouvent une identité de commerçants à Charleroi qui puisse en fait devenir un espèce de tourisme de destination. Donc, on vient se balader, prendre un café. Comme dans le Vieux-Lille, par exemple. Voilà, ils ont magnifiquement réussi. Exactement. Ça. Donc, s'il n'y a pas d'autre moyen et qu'on peut venir déposer la voiture ou venir en transport ou en vélo ou quoi qu'est-ce, mais alors on peut y passer une après-midi. Mais Michel a raison, il faut de la culture. Mais il faut de la culture, il faut des théâtres, il faut des artistes. Il faut des cafés, des cultures, des terrasses, des magasins que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Aller chercher les créateurs. On a plein de créateurs belges et des créatrices belges. Travailler sur des choses de niche, en fait, que de toute façon, on ne pourra pas aller trouver ailleurs. Je ne vois pas d'autre solution. Mais si vous pensez qu'il s'agit uniquement d'un problème de communication de mobilité, ce qui semble en tout cas ici dressé comme constat, je pense qu'on n'ira pas assez loin. On va dans le bon, mais ce n'est qu'une partie du problème. Voilà votre réaction ce soir. Dans un instant, nous lancerons l'alerte rédac. Pourquoi? Parce qu'à quelques jours de la rentrée scolaire, ça paraît fou, mais les petits riens ont dû organiser une vente de manuels scolaires notamment, mais aussi de vêtements. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de parents qui n'arrivent plus à payer la rentrée à leur enfant. Est-elle devenue impayable? C'est la question qu'on posera avec vous dans un instant. Ça se passe chez nous, encore et toujours chez nous. Et avant de lancer l'alerte rédac dans un instant, je voulais juste vous montrer une image, celle de bornes poétiques. On est du côté de Dinan et Michel, je pense que ça va vous interpeller. Des bornes poétiques qui ont été vandalisées. Elles avaient été installées, elles vous permettaient d'écouter des poèmes qui avaient été écrits par des réfugiés dans un centre de la Croix-Rouge d'Ivoire. Et même ces cabines ont été vandalisées. On a l'impression que même la culture n'est plus épargnée par le vandalisme, Michel, et je sais que forcément, en tant qu'homme de culture, homme des arts, ça doit vous toucher. Oui, ça me touche, mais je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est de relations humaines. Et je serais curieux de savoir ce que coûte une borne comme ça, et comment on aurait pu engager un artiste, le mettre en valeur et se mettre à raconter des histoires qui auraient pu toucher des gens. Donc vous auriez préféré voir un homme à la place d'une borne? Un humain, une femme, un homme. Mais je veux dire, je pense que ça part d'une bonne intention, mais je veux dire qu'on est dans un monde où tout devient tellement technologique par moment, et ce qui pourrait nous sauver, à mon sens, c'est les rapports humains, c'est la bienveillance, c'est l'écoute les uns des autres. Et donc, oui, il y a plein d'artistes qui n'ont pas assez de boulot. Je préférais qu'on investisse dans ces artistes que dans des bornes. Et vous évoquez le budget que ça a pu représenter. Par manque de budget, on ne pourra sans doute pas les remplacer. Il est l'heure de lancer l'alerte rédac. Avec un homme à la une aujourd'hui, il vient de démarrer sa mission. Ça y est, le facilitateur est sur les rails, sur la piste des négociations pour former un nouveau gouvernement bruxellois. Il s'appelle Ivan Verhofstadt, c'est le président des engagés. Et sa mission sera d'autant moins facile que, pile poil, au moment où il démarre, la ministre flamande en charge des médias, mais aussi de Bruxelles, annonce ceci. Elle va lancer un plan
globale pour le néerlandais à Bruxelles. Elle s'appelle Siltje van Acteur. C'est un visage qu'on connaît bien en Flandre, un peu moins à Bruxelles. Elle aurait d'ailleurs pu être la négociatrice NVA lors de la formation du gouvernement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Essayons, avant de s'emballer là-dessus, de voir ce qu'il y a dans ce plan avec vous, Alexandre Gérard. Comment est-ce qu'elle va remettre le néerlandais un petit peu partout dans Bruxelles ? Eh bien, en fait, il s'agit d'harmoniser ce qui existe déjà comme initiative sur le terrain et renforcer les liens pour améliorer la connaissance du néerlandais, surtout chez les jeunes. 3 grandes priorités pour elle, l'enseignement, l'intégration socio-professionnelle et la fonction publique. Plus on apprend tôt, mieux on maîtrise. Voilà le raisonnement de Siltje van Acteur. Elle prévoit donc notamment de donner des moyens supplémentaires pour la langue dès la crèche. En matière d'emploi, le plan prévoit le maintien du cours de néerlandais langue étrangère gratuit. Il organise des coopérations renforcées entre Actiris et son équivalent flamand. Les subsides du gouvernement flamand à Bruxelles seront dirigés aussi vers des projets qui donnent une place prioritaire aux néerlandais. Juste une question, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes flamand, que vous habitez à Bruxelles, que vous appelez les urgences, on vous répond en néerlandais ou pas ? Eh bien, on va voir ce que dit la loi. La région bruxelloise compte 15 hôpitaux avec des services d'urgence. Dans 12 cas, il s'agit d'hôpitaux publics qui sont obligés d'offrir les soins en 2 langues. Pour les 3 autres hôpitaux, c'est le principe de la liberté de langue qui prévaut, mais les services d'urgence doivent être bilingues et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, en mars dernier, Ben Waits, le ministre flamand de la périphérie bruxelloise, a mis en place un point de contact. Le but, c'est de faciliter les démarches juridiques à l'encontre des hôpitaux bruxellois qui ne respectent pas l'obligation de bilinguisme. Bon, ça sent un peu dans les mots la grande reconquête. On a été frappé par cette déclaration de Siltje van Acteur qui dit « Je veux redonner aux Flamands, aux Néerlandais, sa pleine puissance à Bruxelles et pour notre capitale. » Elisha, vous êtes un Bruxellois pure souche. Est-ce que franchement, elle a raison et on a un problème avec le flamand dans notre capitale ? Oui, clairement, enfin, moi, j'ai fait l'école à Bruxelles. Quand je l'ai terminé, j'avais encore du mal à faire des phrases peut-être c'est moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je vois par rapport aux autres langues, même en partie néerlandophone, des choses comme ça, je trouve que le niveau des langues, que ce soit flamand, ça c'est hyper important en Belgique évidemment, mais les langues en général dans les écoles, je trouve que quand on les termine, on sort de là avec un niveau qui n'est pas assez suffisant. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, en Europe, etc., avec des gens que je connais qui sont un peu partout en Europe, je vois qu'il y a vraiment une grosse différence et il y a des lacunes qui sont assez importantes. Oui. J'ai l'impression que vous allez vous reconnaître, vous l'ancien élève, dans le portrait fait par Monsieur Nash. C'est un prof de flamand qui, sur les réseaux sociaux, fait parler de lui en disant « Je suis désespéré devant le niveau des élèves ». Ça fait des années que tu fais du néerlandais à l'école et tu sais rien dire d'autre à part « Ik ben Jean-Claude en jij, waar woon je ?» Le problème, c'est qu'on fait apprendre le néerlandais aux élèves comme une langue morte. Les élèves passent des heures derrière un banc à faire des règles de grammaire, ils ne parlent jamais. C'est pas comme ça qu'on apprend une langue. Et le pire, c'est qu'on reproduit ce schéma année après année. On se rend compte que ça fonctionne pas. Mais comme d'habitude, on continue. Ils ont besoin d'être en situation et dans le bain de la langue régulièrement. J'aimerais bien qu'ils aillent chez le boulanger, à la commune, dans un magasin de vêtements. Ik ben Jean-Claude, je ben Valérie. Valérie, wat denkt u van... Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça va être compliqué. Ik zou het best proberen te doen. Comme je sors les rames directement. C'était bien tenté. J'ai essayé, mais j'aurais dû réviser et écrire avant, malheureusement. Bon, qu'est-ce que vous pensez ? Elle a raison ou pas ? Alors, je pense qu'effectivement, le néerlandais fait partie des langues de la Belgique et que donc, à ce titre, on l'enseigne mieux. Ce serait pas du luxe, ça me semble logique. Par contre, ce qui me dérange, c'est plus l'approche culturelle derrière. Donc, j'ai rien contre le fait d'apprendre le néerlandais et qu'on puisse tous le parler correctement. Je trouve que c'est la moindre des choses. Par contre, le fait que dans la déclaration, elles disent que ce soit la clé d'un meilleur avenir me chiffonne un petit peu plus. C'est vrai, c'est plus facile pour trouver du boulot, non ? C'est plus facile pour trouver du boulot, mais il ne faudrait pas que ce discours devienne, c'est une condition sine qua non pour trouver un meilleur boulot, parce que ce sont les compétences qui, à la base, doivent déterminer si on trouve un bon boulot ou pas. Salma, je dois réagir là. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Non, les langues sont une compétence et pouvoir converser avec d'autres collègues ou d'entreprises ou d'autres partenaires dans le pays, dans leur langue aussi natale, pour moi, c'est une base. Donc, je préfère que mon médecin ne parle qu'une seule langue et qu'il sache m'opérer correctement plutôt que pour le mettre en avant dans l'hôpital, il sache parler les deux langues. Mais quand vous êtes dans les services, par exemple, et c'est concrètement une garantie pour obtenir un emploi plus rapidement, moi d'ailleurs, c'est la raison
raison pour laquelle j'ai pris des cours de néerlandais à un moment donné après mes études supérieures. Je n'ai pas de problème avec le fait que l'on parle néerlandais. J'ai le problème avec le fait que ce soit une exclusion. Si l'on, mais c'est on logique. va pas parler d'exclusion. C'est pas une exclusion à mon sens. Je suis désolée. Pour moi, c'est pas une exclusion. C'est une compétence comme les compétences informatiques, comme les compétences linguistiques. Alors, ce sont des compétences. Et donc, effectivement, il faut regarder où le marché de l'emploi est porteur. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous parlez d'exclusion, mais ceux qui se sont sentis exclus à bien des moments, Michel, ce sont les Flamands qui habitent Bruxelles, à qui on ne sait pas répondre dans leur langue chez le boulanger, à qui on ne sait pas répondre dans leur langue quand ils vont à l'administration communale. We hebben oefening nodig. Non, mais je pense que j'ai jamais compris. J'ai tout compris. Oui, ça, j'ai fait exprès là. J'ai jamais compris. Je comprends toujours pas pourquoi dès les maternelles et dès les primaires, les 2 langues ne sont pas enseignées dans tout le pays. En fait, posséder plusieurs langues, c'est une chance inouïe à travers le monde. 3 langues, 4 langues, c'est une liberté. Et si on intégrait des cours fait correctement dès l'école maternelle, mais dans toute la Belgique, parce qu'en Flandre, dans le fin fond de la Flandre, je ne crois pas que ce soit obligatoire aujourd'hui d'apprendre le français, j'en sais rien. Et des pièces de théâtre sous-titrées ? Mais en 2 langues. Moi, j'ai tenté aussi à Bruxelles, il y a quand même beaucoup moins de personnes qui parlent flamand que français ou même d'autres langues. Et il y a derrière le discours politique un objectif politique qui est différent que le fait d'être tué hein. Donc ne mélangeons pas tout. Hein. Il y a un objectif politique qui est de flamandiser Bruxelles pour pouvoir avoir plus de poids sur toute une série de décisions, ça c'est une chose. Mais le fait de pouvoir parler plusieurs langues, dont 2 langues dans un pays, mélanger 2 cultures, c'est une chose extraordinaire. J'ai aussi été dans des écoles en flamand par la suite, pour Bruxelles, Tuedeuzen, etc. Donc j'étais au Serran faire de l'immersion. Mais si on apprenait ça aux gamins tout de suite, aux enfants tout de suite, quelle force ça donnerait à notre pays dans l'absolu. On sortirait avec 3 langues, le français, le flamand et l'anglais parce que c'est une langue internationale, et puis on ajoute l'espagnol et on devient les king of the world. Et peut-être que ça calmerait un tout petit peu, peut-être Salma que ça calmerait un tout petit peu ceux qui refusent pour l'instant de dire vive la Belgique, Theo Franken, Bart de Wever et les autres, si d'aventure à Bruxelles, tout le monde parlait les 2 langues se mélangeaient ou se je pense que la mixaient à distinction est l'avenir. plus Un dernier mot là-dessus et puis on avance. C'est juste un job en pénurie, les profs de néerlandais, pour information. Voilà. Monsieur Nash est prêt à donner des cours supplémentaires, vous avez vu qu'il était disponible ailleurs que sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les cours, moi quand j'ai pris ces cours de néerlandais, c'était pas vraiment valorisé. Non, et vous avez vu qu'autour de la table, le mien est un peu rouillé, mais c'est promis, on s'entraîne pour la fin de semaine. En attendant, faisons le tour du reste du pays et peut-être passons par chez vous. Ça bouge partout dans le pays, ça bouge à la côte belge où on a connu un week-end absolument exceptionnel. Record d'affluence vendredi, vous étiez 190 000 touristes d'un jour à profiter d'une météo plus avantageuse qu'ailleurs parce que plus fraîche et plus douce. Ça bouge aussi à Anse où les gens du voyage ont quitté la piscine ou les alentours de la piscine qui squattaient. Oui, mais pour aller seulement à quelques centaines de mètres de là. Le bourgmestre d'Anse, Monsieur Grégory Philippin, est un petit peu désemparé, mais son homologue du côté de Grasse-Sologne, qui vient de récupérer les gens du voyage, l'est tout autant, d'autant que lui, il n'a pas de levier. Voilà ce qu'il déclare. Un arrêté a été pris pour leur signifier qu'ils devaient partir, mais on sait d'expérience qu'ils ne le respecteront pas. Ce terrain n'appartient pas à la commune, nous ne savons plus faire grand-chose. Mais ce soir, c'est sur une autre histoire qu'on avait envie de s'arrêter, celle de Kevin Sentoram. Il habitait Mons, sauf qu'il y a quelques années, il a décidé de partir, de s'exiler, direction la Costa Blanca, du côté de l'Espagne, où il a réussi une superbe carrière dans l'immobilier. La DH avait d'ailleurs raconté cette success story il y a de ça quelques années dans ses pages, article montrant son parcours exceptionnel. Et puis voilà qu'on apprend qu'il va désormais plus loin et que lui, le petit Montois qui a pris la direction de l'Espagne, va désormais ouvrir une pizzeria. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il le fait avec des tas d'autres Belges. Lisez ses propos. Jean-Christophe, un ami liégeois qui embarque avec lui dans cette aventure, il est aussi actif dans l'immobilier. Il avait un local commercial bien situé, il en a profité, mais c'est pas tout. Pour faire les pizzas, il a retrouvé un ami louviérois qui vivait dans le coin. Bref, c'est une histoire 100% belge qui s'écrit en Espagne. Elisha, vous parliez tout à l'heure de vos amis français, mais là, on a l'impression que les Belges, pour réussir, doivent presque s'exiler, non ?
Ouais, pourtant c'est dommage que le Belge a du talent, quoi. On peut le voir partout, que ce soit dans la chanson, dans l'art, etc. Le Belge a beaucoup de talent, il a beaucoup de qualités. On parlait du compromis aussi, on parlait, voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être faites, qui sont faites par des Belges. Et ouais, c'est vrai qu'il faut parfois partir, sortir pour être reconnu. On dit que nul n'est prophète dans son pays, et avec le Belge, en général, c'est l'impression que mais là, c'est dingue, Salma, parce qu'on se dit, en fait, un Kevin, on en aurait besoin ici en Belgique comme entrepreneur, que ce soit dans l'immobilier, dans la restauration, dans des tas d'autres choses. Il a réussi là où en Belgique, semble-t-il, c'était pas possible. C'est un aveu d'échec pour le pays, ou au contraire, on doit être fier de voir des Belges réussir ailleurs? Oui, alors je n'opposerai pas les deux. Je pense qu'il y a effectivement des grandes questions à se poser en Belgique sur la façon avec laquelle on peut entreprendre et la façon avec laquelle les services publics parfois nous considèrent comme entrepreneurs, que ce soit pour les lois sociales, que ce soit pour la conversation qu'on va avoir sur les impôts, que ce soit pour la réglementation parfois qui peut être lourde et contradictoire et complexe. Je ne connais pas la législation espagnole. À se dire qu'il aurait mieux réussi ici ou pas, je pense qu'il y a des territoires qui favorisent un certain type d'activité plutôt qu'une autre. C'est vrai qu'on doit poser, nous, des questions sur la Belgique. Maintenant, je trouve qu'avoir des ambassadeurs à l'étranger, c'est toujours très intéressant. Et il n'est pas le seul, hein, Salma, à s'être exilé. On en a trouvé plein, des Belges qui étaient partis vivre en Espagne, notamment Michel, du côté de Oui, qui lui aussi est actif dans l'immobilier, et l'immobilier pour les Belges. Originaire de la région de Oui. Je suis agent immobilier ici en Espagne, dans la région d'Alicante et Murcia depuis 3 ans. Et mon boulot, c'est vraiment d'aider les gens à trouver l'appartement, leur villa de leur rêve ici, sur la Costa Blanca et Costa Calida. Et je les accompagne vraiment du premier contact téléphonique jusqu'à la signature chez le notaire. Michel, c'est une fierté ou c'est un échec pour notre pays, ce genre de parcours? Non, c'est très bien que des gens réussissent partout. La difficulté en Belgique, c'est que quand on réussit dans son domaine, le pays n'a pas l'air d'être fier de vous, ça a plutôt l'air de déranger, de réussir quoi que ce soit dans ce pays. Et dès qu'on réussit à l'étranger, là, on devient extraordinaire. Il y a un problème de fierté, je crois, quand le Belge réussit en Belgique. On le jalouse, on l'en veut, je ne sais pas pourquoi. Regardez nos footballeurs, regardez nos tennismen, regardez nos artistes. Dès qu'ils font quelque chose, et particulièrement du côté francophone. Parce que côté en Flandre, on est plus fiers de ces talents. Le Bekken de Vlamingen, là, parce qu'il y a une culture qu'on défend et que nous, on a un grand pays qui s'appelle la France, je sais pas, et qui est un marché colossal, entre autres en culture, par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles, n'est-ce pas? Mais non, je trouve que c'est un peu triste dans tous les domaines. Quand un Belge ne réussit qu'en Belgique, et particulièrement en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a plutôt envie de l'en vouloir, de le jalouser que de le soutenir. Dès que vous sortez, hop, on vous félicite. Là, on vous apprécie. Et je vous remercie pour vos efforts de bilinguisme sur ce sujet qui auraient été particulièrement appréciés par tout le monde. En attendant, il est l'heure de revenir chez nous, au cœur de nos cours d'école et aussi du budget des parents avec le thermomètre. Et ça y est, cette fois, le compte à rebours est lancé. Dans une semaine, top chrono, ce sera la rentrée des classes avec, j'imagine, l'appréhension déjà chez certains parents, aussi chez certains élèves qui sont peut-être encore pour quelques jours à la maison. L'ADH fait une assez interpellante sur le coût de cette rentrée scolaire. Très cher, jusqu'à 1 000 € par élève. L'avenir va dans le même sens en disant que selon les options, la rentrée peut effectivement coûter très cher. On reparlera peut-être du qualifiant dans un instant. Mais d'abord, initiative assez incroyable à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. Pour la première fois, les petits riens ont organisé une vente spéciale de vêtements et matériel scolaire de seconde main. Plus que jamais, la réutilisation a le vent en poupe. Valérie, est-ce que vous tombez des nues en apprenant que les petits riens doivent s'organiser pour les parents à la veille de la rentrée? Ou alors vous dites, bon, écoutez, c'est normal, ça fait partie des initiatives comme les autres? C'est pas que ce soit normal, mais en tout cas, ça ne me surprend pas, dans le sens où, pour avoir plusieurs étudiants autour de moi qui sont en train de préparer la rentrée, je vois qu'effectivement, le marché déjà de la seconde main est en train de cartonner afin de pouvoir s'équiper correctement pour la rentrée. Et ne parlons même pas du niveau, comme je disais, universitaire qui n'était pas repris dans l'article, mais où là, tout ce qui est matériel électronique, technologique plutôt, devient effectivement prépondérant, sans compter tous les abonnements à différentes applications qui deviennent nécessaires et qui sont encore moins repris dans le calcul et qui s'ajoutent très très vite au montant final. Ouais, vous parlez d'universitaire, on pourrait parler à l'autre bout de la chaîne du qualifiant. Alors depuis
quelques heures, quelques jours, la Ligue des familles tire la sonnette d'alarme. On pense évidemment à Madeleine Guillot, sa directrice, qui tente d'interpeller en disant « Attendez, mais là, on va vers un carnage. Il y a trop de parents aujourd'hui qui ne savent plus payer la rentrée scolaire. » Merlin Gévers, le porte-parole de la Ligue des familles, nous interpelle sur justement le qualifiant. Un casque de soudure à 90 €, des chaussures de sécurité avec un bout en métal à 100 €, des couteaux de cuisine, des tas de choses comme ça. On arrive parfois, effectivement, Salma, à une addition de 1 000 €. Et souvent, c'est les familles les plus précaires qui sont dans le qualifiant et qui trinquent. Comment est-ce qu'on fait? Mais de manière générale, en fait, les familles se précarisent davantage, surtout dans certains foyers urbains, malheureusement. On a, par exemple, beaucoup de familles monoparentales. Je vous donne un chiffre. Il y a à peu près 17% de familles monoparentales qui dorment avec leur enfant, faute d'avoir une capacité de logement suffisante. Avec leur enfant, parce qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc, dans des villes comme Bruxelles, le logement c'est terrifiant. En fait, ça prend tout le budget. Et donc, il n'y a plus la possibilité d'acheter des fournitures. Donc ça, c'est très préoccupant. C'est plutôt le niveau de précarisation qui, en fait, montre qu'ils n'arrivent plus à faire face aux frais scolaires. Et donc, en effet, il y a des questions à se poser sur les frais de scolarité, les frais d'accès, parce que dans le qualifiant, ce sont majoritairement des gens qui sont à indice socio-économique bas, comme on dit. Qui ne roulent pas sur l'or, pour faire simple. Voilà, exactement. Maintenant, il y a plein de possibilités. Je rappelle que l'école est gratuite jusqu'à la 3e année, mais il y a des possibilités. Je trouve que ce soit les petits riens, ça envoie un drôle de message et c'est pas terrible. Mais c'est vrai que tout ce qui est marché d'occasion devrait pouvoir se développer facilement. Oui. Et je rappelle qu'il y a des règles. Par exemple, les écoles ne peuvent pas imposer des marques. En vous donnant une liste de fournitures, en disant il faut acheter un cahier de telle marque ou des crayons de telle marque, ça c'est pas possible. Même si on sait qu'il y a des tas de professeurs qui ont leur petit dada. Non. Mais Michel, on sait à quel point, en termes symboliques, c'est difficile pour un parent d'aller au petit rien, d'aller à la Croix-Rouge à la veille de la rentrée scolaire. Ça fait, je ne vais pas dire que ça fait mal à l'ego, parce que c'est pas une question d'ego, mais on n'a pas envie d'aller dans ce genre d'endroit devant ses enfants. Non. Je trouve qu'il y a toute une série de services publics, mais j'ai déjà dit sur cette antenne, mais je me répète, et sans doute que c'est, je sais pas moi, complètement une utopie. Je trouve qu'il y a toute une série de choses qui devraient pouvoir être financées en fonction de son pouvoir d'achat. Je parle de la médecine, je parle de toute une série de choses, de services publics. Maintenant, plutôt que ça soit organisé par les petits riens, je me dis comme ça, mais c'est encore d'une naïveté totale, que si on pouvait rassembler pendant une période dans les écoles tout ce dont certaines familles n'ont plus besoin pour pouvoir le donner à d'autres et créer dès le départ une espèce de marché dans l'école, de solidarité, de seconde main, d'échange ou de gratuité, ce serait magnifique, non? Apporter ce dont vous n'avez plus besoin pour ceux qui suivent. Ouais. L'école, lieu de la transmission dans tous les sens du terme, c'est un peu ça. C'est peut-être tout à fait naïf, mais on voit parfois comment fonctionnent bien les brocantes et ce genre de choses. Si tous les parents qui ont des tas de choses qu'ils n'utilisent plus, pouvaient les amener à l'école pour que ceux qui en ont besoin puissent les utiliser, ce serait un premier effort de solidarité qui pourrait peut-être bien fonctionner, non? Et Elisha, je voudrais votre avis là-dessus dans un instant, parce que vous êtes sorti de l'école il n'y a pas tellement longtemps. Vous nous direz si aller du côté de la frontière française, c'est pas une solution aussi pour certains parents. On sait que les courses en France ont vraiment la cote. On en reparle dans un instant, et puis on fera aussi un point sur ce qui va se dérouler dans maintenant quelques minutes à peine avec la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. À tout de suite. Ça se passe chez nous et on fait le grand écart entre l'actu ici et l'actu à des milliers de kilomètres d'ici. D'abord, un mot encore avec vous, Elisha, sur la rentrée scolaire. Est-ce que c'est une solution d'aller se fournir de l'autre côté de la frontière, en France? On sait que les courses sont moins chères là-bas. Il va falloir désormais passer la frontière linguistique, plus que la frontière linguistique, la frontière étatique, pour trouver des manuels scolaires pas trop chers? C'est marrant, vous m'avez fait une passe décisive, parce que c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Les amis que j'ai qui ont déjà des enfants, honnêtement, 90% vont à la frontière, ils vont à la frontière ou ils vont même en France. Même pour ça? Ouais, même pour ça, où c'est à 30 à 40% moins cher par rapport à ici en Belgique. Donc vraiment, ce que je voulais dire en plus, je connais beaucoup de gens, beaucoup d'amis à moi qui partent en France pour pouvoir économiser sur les listes d'affaires achetées pour la rentrée. La preuve qu'il y a aussi un problème de prix en Belgique, et on en a déjà beaucoup parlé ici. Je voudrais qu'on profite des dernières secondes pour se connecter à Washington et à ces images de la Maison-Blanche, puisque c'est là que dans quelques minutes va se jouer un rendez-vous décisif. Et vous avez les dernières infos pour nous, Alexandre. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen ou encore Mark Rutte notamment sont arrivés.
En Ukraine, on a entendu une alerte aérienne alors que la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky doit commencer dans quelques minutes seulement. Le président ukrainien a aussi annoncé sur Telegram que les positions européennes et ukrainiennes ont été coordonnées avant. Alors le programme de ce soir, on le rappelle, vers 19h heure belge, Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky et puis vers 21h, c'est le début de l'entretien multilatéral avec les dirigeants européens. Demain, une visioconférence aura lieu d'ailleurs pour débriefer cette rencontre entre les 27 dirigeants européens. Et on se donne rendez-vous demain à 18h pour débriefer tout ça. En attendant, rendez-vous sur le site de la Libre, de la DH ou encore de l'Avenir. Merci Michel, merci Valérie, merci Salma, merci Lisha. On vous souhaite une belle soirée sur LN24. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut.